Impedido de viajar, o intelectual francês se fez presente a si mesmo, com uma palestra sobre a educação na era planetária, gravando um vídeo realizado na Unesco, especialmente para o segundo ciclo de conferências. Nos sentimos extremamente honrados de transmitir a última conferência do Universo do Conhecimento aqui de Paris, especificamente da Unesco, do nosso querido professor Edgar Morin. Nascido em Paris em 1921, Edgar Neun, que trocou seu nome judeu por Morin sob o nazismo, é um dos intelectuais pertinentes de nossa época. Em plena era da especialização e, portanto, da fragmentação do saber, Morin prega a pluridisciplinaridade, questiona o sentido do conhecimento e tenta definir um novo sistema educacional. Pensador singular e plural ao mesmo tempo, já na infância ele se apaixona pela leitura, o cinema e os esportes. Mais tarde, descobre a filosofia, a biologia, as ciências humanas, adquirindo um saber enciclopédico que o leva a definir, em 1962, seu objetivo. Agora, não é somente importante que as ideias atuem sobre mim, é preciso que eu atue nelas. Homem de esquerda, ele passa a atuar também no campo ideológico. Apesar de ter colaborado com os maiores intelectuais e cientistas e publicado inúmeros ensaios, a transdisciplinaridade de Morin foi considerada herética. Com a aversão crescente ao meio acadêmico parisiense, passou cada vez mais a exercer atividades fora do país. Admirado e reconhecido no mundo inteiro, Edgar Morin criou com o Brasil uma relação privilegiada. Bom dia para todas et todos. Je regrette beaucoup de ne pas être présent physiquement parmi vous, mais j'espère que ce sera possible très prochainement. Et en attendant, nous allons communiquer grâce à la technique. Alors, éduquer pour l'ère planétaire pose la question de savoir si notre système d'éducation est capable de nous éduquer pour l'ère planétaire. Or, notre système d'éducation est fondé sur la séparation des connaissances qui sont séparées les unes des autres par les disciplines et qui sont non seulement séparées, mais que ne communiquent pas. Parce qu'on nous apprend à analyser, à séparer, et on ne nous apprend pas à relier et à faire communiquer. Et c'est-à-dire le tissu commun qui relie les différents aspects des connaissances disciplinaires devient complètement invisible. Et il y a un tissu commun, même quand vous étudiez l'économie. L'économie qui est une science extrêmement précise, une science fondée sur le calcul. Mais le calcul, il va ignorer les sentiments, les passions humaines. De plus, la vision purement économique ignore le fait qu'il n'y a pas que de l'économie dans l'économie. Il y a les désirs, il y a les craintes, il y a des croyances, il y a la politique. Si vous voulez, tout est lié, pas seulement dans la réalité humaine, mais aussi dans les réalités planétaires. Et donc, on peut penser que notre système d'éducation est inadéquat. Et si vous pensez que le mot complexité vient du terme latin complexus, ce qui est tissé ensemble, alors vous vous rendez compte que notre système d'éducation rend incapable de concevoir la complexité, c'est-à-dire les relations innombrables entre les différents aspects
des connaissances. Et cela est d'autant plus grave aujourd'hui que l'époque planétaire se manifeste par une extrême interaction de facteurs les plus divers, économiques, religieux, politiques, ethniques, démographiques, etc. Et qu'il est très difficile de saisir cette époque où pourtant tout ce qui est local est inséparable de ce qui est global et où tout ce qui est global influe sur ce qui est local. Et je dirais même que nous ne nous rendons même pas compte que notre vie quotidienne d'individus est sans arrêt surdéterminée par l'ère planétaire. Cette ère planétaire, disons, qui a commencé avec la conquête des Amériques, qui à partir de 1492, et la navigation des Portugais à travers le globe, qui s'effectue à la fin du XVe siècle. L'ère planétaire, en somme, commence au début du XVIe siècle. Et, dans le fond, nous ignorons, par exemple, ici au Brésil, que ce café, qui semble un produit typiquement brésilien, est originaire du sud de l'Arabie, du Yémen, que ce café s'est répandu dans l'Empire ottoman au cours des XIIIe, XIVe, XVe siècles, et que quand les Turcs sont arrivés aux portes de Vienne au XVIe siècle, ils ont apporté le café à l'Occident, et que ce café venu à l'Occident a été transplanté ensuite en Colombie, au Brésil, au Venezuela, c'est-à-dire en Amérique latine. Bon. Et puis, les choses qui vous sont les plus familières, le cheval. Le cheval, c'est une importation qui vient d'Europe, de même que le bœuf, de même que le blé. Mais, par contre, nous, les Européens, pour nous, la tomate semble un produit typiquement méditerranéen. La tomate vient des Amériques, comme le maïs. Et en quelque sorte, ce tissu planétaire s'est commencé à se constituer dès le XVIe siècle. Alors aujourd'hui, ce tissu planétaire est de plus en plus fort, de plus en plus intense. Il nous faut le connaître pour savoir qui nous sommes nous-mêmes. Et puis il faut savoir aussi où va le monde, où va l'humanité. Alors, ceci suppose de nous interroger sur l'humanité elle-même, sur les rapports entre les êtres humains, et à nous interroger sur la connaissance elle-même. Pourquoi sur la connaissance? Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on enseigne des connaissances et on n'enseigne jamais ce qu'est la connaissance. Or, les connaissances transportent avec elles toujours un risque d'erreur et d'illusion. Du reste, pour nous, la plupart des connaissances qui semblaient certaines dans le passé sont des connaissances fausses, illusoires. Et même encore, beaucoup d'idées qui semblaient certaines au XXe siècle sont aujourd'hui abandonnées. Donc, il y a toujours une possibilité d'erreur et d'illusion qui tient à la nature même de la connaissance. Pourquoi? Parce que une connaissance, quand j'ai une perception du monde extérieur à travers mes yeux, ce n'est pas une photographie du monde extérieur qui s'opère. C'est que les stimuli lumineux qui arrivent dans mes yeux, sur mes rétines, sont eux-mêmes traduits par des myriades de cellules qui traduisent ces stimuli en signes binaires, lesquels signes binaires sont transportés par le nerf optique, transformés
dans le cerveau et deviennent une perception. Autrement dit, toute connaissance est une traduction, est une reconstruction. Et c'est vrai pas seulement pour la perception, mais pour une connaissance théorique, parce que les idées, les mots sont eux-mêmes des traductions et des reconstructions. Et la preuve que ma perception n'est pas une photographie se trouve dans le phénomène bien connu sous le nom de constance perceptive. C'est-à-dire que, bien que dans ma rétine, l'image des personnes qui se trouvent au fond de la salle soit toute petite, et que l'image des personnes qui se trouvent au premier rang de la salle soit grande, eh bien, jamais je ne perçois que les personnes du fond de la salle sont petites, sont des naines, et que les personnes du début, du premier rang, sont des géants. C'est que automatiquement, sans que je sois conscience, mon esprit rétablit une taille identique à des gens dont pourtant l'image visuelle est différente dans mes yeux. Donc, il y a ce phénomène qui fait que nous risquons, du reste, sans arrêt, des erreurs de perception, nous faisons des erreurs de lecture, des erreurs d'interprétation, et les erreurs se multiplient avec les idées, avec les théories. Et c'est ici que nos connaissances elles-mêmes subissent une empreinte. D'abord, il faut dire que, il y a un phénomène psychologique très important et désormais bien connu que les Anglais appellent la self-deception, c'est-à-dire le mensonge à soi-même. Souvent, nous nous mentons sans nous rendre compte, nous transformons nos souvenirs, nous oublions des souvenirs qui nous gênent, nous embellissons les souvenirs qui ne sont pas beaux. Bref, le phénomène du mensonge à soi-même est un phénomène absolument quotidien. Alors, donc, dans ces conditions, il y a une source psychologique, en plus de l'erreur. Il y a aussi une source culturelle, parce que dès l'enfance, il y a ce que j'appelle l'imprinting culturel, l'empreinte d'une culture à travers, pas seulement son langage, à travers ses idées maîtresses, à travers ses croyances. Et en général, quand une culture a une empreinte très forte, elle empêche les idées qui soient des idées déviantes, non conformes à elle, de s'exprimer. Il y a un processus que l'on peut appeler la normalisation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal est écarté, et aussi un processus d'élimination de la déviance. Donc, quand on est dans une société pluraliste, telle normalisation n'est pas aussi massive ni terrible, mais elle existe aussi. Même dans le monde scientifique, il y a une tendance à ce qu'un certain nombre de dogmes se consolident et durent un certain temps. Alors, vous avez le problème de l'empreinte culturelle, et vous avez un autre problème, beaucoup plus profond peut-être, qui est le problème de ce qu'on peut appeler le paradigme, c'est-à-dire les principes qui organisent la connaissance d'une façon dont nous sommes inconscients. Et par exemple, pour parler du système d'éducation, un paradigme que l'on peut appeler de simplification qui domine notre enseignement, c'est-à-dire pour connaître, on sépare, et pour connaître, on réduit le complexe au simple. Et avec une telle vision, vous avez une connaissance inévitablement mutilée, alors que le problème est de pouvoir obéir à un paradigme qui nous permettrait de distinguer tout en reliant. Donc, justement, on peut dire que le paradigme qui domine nos connaissances dans notre civilisation, notre société, est un paradigme qui empêche la connaissance complexe, la connaissance de l'ère planétaire elle-même.